L'eau est un trésor à préserver, personne n'en doute sur la planète, ni sur l'ensemble de l'Hexagone, et certainement encore moins ici en Charente-Maritime. Autant de raisons qui justifient ces rendez-vous ce soir, ces rendez-vous 3 en un seul si je puis dire. C'est maintenant, on déroule le programme. Premièrement, nous ferons un état des lieux des ressources en eau du département de la Charente-Maritime. Deuxièmement, nous verrons si les collectivités locales et autres peuvent répondre aux enjeux du réchauffement climatique. Et pour conclure, évidemment, compte tenu de cette actualité, on ne pourra pas ne pas parler des bassines et plus généralement de l'agriculture. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue ici à Foura, en Charente-Maritime, pour ces rencontres de l'eau. On va rejoindre Pierre-Emmanuel Charpentier. Ravi de vous retrouver ici. Pierre-Emmanuel, vous êtes le directeur départemental de ces éditions de Charente-Maritime. En quoi et pourquoi ce fil rouge sur l'eau en Charente-Maritime ? Alors déjà, bonsoir tout le monde, bonsoir Stéphane. Ce fil rouge, pour nous, c'est une évidence. Tous les ans, la rédaction de Sud-Ouest Charente-Maritime établit ce qu'on appelle un fil rouge. Il y a 2 ans, on avait fait des fractures économiques, sociales, politiques du département, entre le Nord et le Sud. L'an dernier, nous avions fait la place des femmes dans le département. Et cette année, il nous paraissait évident, on le sait tous, avec ce qui se passe autour de nous, de parler des grands enjeux environnementaux du département. Pour quelles raisons? On va en donner quelques-unes, parce qu'il y a quelques enjeux qui sont cruciaux. Alors la Charente-Maritime, je me répète, hein, si vous êtes là, c'est que vous le savez, concentre énormément de problématiques environnementales. Il y a l'eau, puisqu'on est là pour en parler ce soir. Il y a les éoliennes terrestres, les éoliennes en mer. Il y a l'autonomie énergétique, il y a la gestion du fleuve Charente. Le risque de submersion avec Xynthia, c'est encore dans nos têtes et on sait que ça reviendra un jour. Donc il y a énormément de problématiques concentrées chez nous et un peu plus qu'ailleurs, au moins en Nouvelle-Aquitaine. On va souhaiter que le Xynthia n'ait pas les mêmes conséquences si ça doit revenir. Il y a aussi un sujet qui s'impose dans l'actualité, dans cette actualité climatique, c'est évidemment la volonté de l'agglomération de La Rochelle qui sera représentée ici ce soir comme l'agglomération de Rochefort et le département et d'autres. C'est évidemment l'objectif zéro carbone. En quoi c'est un levier pour une rédaction ? Ça, pour nous, c'était très important parce que quand le projet Zéro Carbone est né dans l'agglo de La Rochelle, ça nous a tous paru assez confus. On dit, c'est quoi ce machin, pour être clair. C'était le mot, il faut le dire, à la rédaction. C'était le mot, même au sein de la rédaction. Donc, on a fait un gros travail de décortiquage. Je vois Guillaume Crabal qui sourit, mais c'est pas évident. Et c'est notre rôle de décortiquer ces projets qui sont fondamentaux, mais qui sont pas évidents à comprendre au premier abord. Allez, dernier point, et puis on va inviter nos invités à nous rejoindre. Tout ça étant évidemment préparé par la rédaction de Sud-Ouest, dans un contexte particulier à Sud-Ouest, c'est l'opération Déclic qui est portée par le groupe Sud-Ouest. Un petit mot sur Déclic. Alors l'opération Déclic, c'est une opération qu'a lancée évidemment le groupe Sud-Ouest, hein, pas que la rédaction, mais la rédaction notamment, pour apparaître et pour être comme un groupe vertueux. Donc à nous aussi de montrer l'exemple, évidemment à travers tous nos sujets, tout ce qu'on traite au niveau éditorial, mais aussi d'être dans la société, à organiser des événementiels autour de ce qui est vertueux, à savoir par exemple ramasser des ordures sur les plages, des choses comme ça. On a mis en place, avant que le président de la République le propose, par exemple, une météo des forêts aussi dans le cadre de Déclic. C'était parti Exactement, comme ça. Et c'est déjà en place. C'est ça. Bien, Pierre-Emmanuel, ça va être l'heure de lancer cette première table ronde. On se retrouvera, nous, pour la seconde et la troisième. Ça paraît logique dans cet ordre. On va appeler tout de suite à nous rejoindre votre invité, Bernard Legube. Un petit mot, justement, sur cet expert qui nous rejoint et qui va s'installer à côté de vous. Pourquoi lui ? Alors, on a choisi Bernard Legube, que je commence à connaître parce que j'ai travaillé avec lui sur justement un long format, une grosse enquête sur les bassines il y a quelques mois. Et j'avais besoin, parce que c'est très segmentant, très clivant comme sujet, d'avoir un éclairage, on va dire, non partisan, très factuel. Et Monsieur Legube m'a énormément aidé sur cette question-là. Et donc, il est là aussi ce soir pour nous aider à introduire le sujet, en tout cas. Allez, c'est le premier invité de cette première émission ce soir sur l'eau et sa gestion en Charente-Maritime. À tout de suite. Donc, bienvenue, Monsieur Legube. Peut-être pour vous remercier de m'avoir invité. Alors, non seulement je suis venu parce que j'ai travaillé avec vous, comme vous l'avez dit, mais je représente aussi, puisque j'ai demandé l'autorisation il y a quelques jours, l'agence de l'eau à Dour-Garonne, pour laquelle je préside, et son comité de bassin, pour lequel je préside son conseil scientifique depuis quelques années aujourd'hui. Donc, ça atteste de votre présence encore plus. Je ne sais pas, mais voilà, je suis là aussi, pas seulement en tant que professeur de l'Université de Poitiers, c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci pour la précision. Monsieur Legube, on en a parlé au téléphone. La Vox Populi, c'est comme ça que je la caractérise, imagine souvent la Charente-Maritime comme un département, en tout cas vu du sud de la Nouvelle-Aquitaine, comme un département très pluvieux, où il fait froid, où il y a beaucoup d'eau. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est une idée fausse. Et expliquez-nous cette distorsion qu'on a souvent. Je ne sais pas ce que vous appelez la Vox Populi, si c'est
Café du Commerce ou les réseaux sociaux, et peut-être un peu Les deux. hein. Peut-être un peu les deux. C'est peut-être parce que la Charente-Maritime se trouve un petit peu au nord ou un petit peu au nord de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine. Mais bon, c'est vrai que c'est faux, vous avez raison. En termes de température, il y a quand même une différence légère, mais il y a quand même une différence entre la Gironde et la Charente-Maritime sur les températures moyennes de 1 ou 2 degrés, on va dire, si on regarde la température mois par mois. Mais en termes de pluviométrie, c'est pas vrai, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que on sait que sur la région de Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près 1000 mm, un peu plus de 1000 mm d'eau de cumul de précipitations par année. On va dire que sur la Charente-Maritime, c'est plutôt du 900-800, alors qu'en Gironde, et encore plus évidemment dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques, on est supérieur à 900, voire supérieur à 1000 ou 1500 pour les Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est pas vrai, il ne pleut pas plus en Charente-Maritime que ailleurs dans la Nouvelle-Aquitaine. Je dirais même au contraire, il pleut plutôt moins. Plutôt moins. Le Lot-et-Garonne étant mis à part, peut-être. Quand ça vient d'un hydrologue, on vous croit. Mais on sait que les ressources en eau ne dépendent pas que de la pluviométrie. Ça dépend aussi de l'ADN du département, des nappes, de tout ce qui est topographique. Expliquez-nous, dressez-nous un petit peu la carte génétique du département en termes d'eau, ses faiblesses et ses forces. Oui, alors, bon, d'abord, je ne suis pas hydrologue. Je suis physico-chimiste de l'eau, donc je suis plutôt un spécialiste de qualité, mais c'est vrai que depuis les années que je travaille avec l'Agence de l'eau et le comité de bassin, je m'entoure d'hydrologues et d'hydrogéologues et évidemment de connaissances dans ce sens-là. Alors bon, c'est vrai que la Charente, le bassin de la Charente d'une manière générale, pas seulement la Charente-Maritime, n'est pas non plus desservi par des rivières à gros débit, hein, comme c'est le cas par exemple pour la Vienne ou pour la Gironde, bien évidemment. Hein. Si on regarde les débits de la Charente à Vindel, ça doit être du 40 mètres cubes par seconde en moyenne, ou c'était, parce que ça baisse un peu actuellement, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Alors que sur la Vienne, on est plutôt à 100 mètres cubes par seconde, et sur la Garonne ou la Dordogne, c'est du supérieur à 500 ou 600 mètres cubes par seconde. Je parle de débit moyen annuel, hein, je ne parle pas des débits d'étiage ou des débits de crue, bien sûr. Donc il y a ça. Il y a en plus le fait que sur le plan purement hydrogéologique, même s'il y a des aquifères, des eaux souterraines dites superficielles, plutôt superficielles, en Charente-Maritime, on voit bien aussi, quand on regarde les niveaux piézométriques, que ça varie très fortement. Hein, ça peut varier du simple au double. Donc ça peut diminuer de 50%, voire plus. Sur certains forages, je les ai en tête, je pourrais en citer quelques-uns, mais on n'a pas le temps non plus d'aborder cette question-là. Mais quand même, si on regarde, je reparlerai des débits tout à l'heure, des débits de rivière, mais si on regarde les eaux souterraines, sur les 20 ou 30 dernières années, en termes de taux de recharge des nappes, alors j'exclus les années 2022 notamment, mais jusqu'en 2020, on voit que les taux de recharge rejoignent à peu près leur valeur chaque année. Donc on a quand même une certaine constance en moyenne depuis plusieurs décennies sur les captages, hein, sur les eaux souterraines. Ce n'est pas la même chose sur les rivières, j'y reviendrai tout à l'heure, quand on parlera de la pression. Et est-ce qu'on peut dire que la Charente-Maritime est davantage sous pression que les autres départements de Nouvelle-Aquitaine par rapport à cette identité génétique, je l'appelle comme ça, je ne sais pas si c'est les bons termes? Alors écoutez, je pense que le directeur de l'agence pourra dire un mot aussi sur cette question-là, parce qu'il a des chiffres probablement plus récents et plus copieux que ceux que je peux avoir. Si on regarde les débits d'objectif d'étiage, par exemple, vous savez, le débit d'objectif d'étiage, c'est le débit qu'on doit respecter 8 années sur 10 en moyenne pour assurer l'ensemble des usages, y compris les usages des milieux naturels, bien évidemment. Si on regarde les débits d'objectif d'étiage, sur le bassin de la Charente, vous devez avoir 7 points nodaux. 7 points nodaux, ça veut dire 7 points de contrôle des débits sur lesquels on suit justement ces valeurs et leur évolution. On peut dire que sur les 7, il y en a 6 qui respectent, pas tout à fait, mais on va dire 7 années sur 10,
5 à 7 années sur 10 les débits d'objectifs d'étiage qui sont fixés par le SDAGE. Par contre, il y en a un ou deux, et sur les fleuves côtiers, c'est la même chose, où les débits d'objectifs d'étiage ne sont pas respectés quasiment jamais, ou seulement 2 ou 3 années sur 10 années. Donc ça veut dire que quand même, il y a une pression. Alors, est-ce qu'elle est au niveau des prélèvements? Est-ce qu'elle est au niveau du changement climatique? J'en dirai un mot tout à l'heure. Il y a une pression sur ces ressources en eau. Je parle des débits d'objectifs d'étiage des eaux de surface, bien évidemment. Sur le débit de crise, c'est pareil aussi. Hein. On n'a pas toujours un respect des débits de crise. On a sur certains points, notamment sur le bassin de la Seudre, et la Sogne en particulier, le débit de crise est très souvent atteint, voire dépassé. C'est les deux secteurs les plus touchés du département, enfin les plus exposés, si je puis dire. Oui. Ouais. Oui. D'accord. Après, il y a d'autres facteurs en Charente-Maritime, on les connaît aussi, mais c'est bien de les rappeler, qui rendent notre département vulnérable. C'est aussi des atouts à la base, hein. C'est la culture céréalière, c'est la vigne, et c'est aussi c'est un département très touristique, 3e département de France en termes de nuitées. Donc, évidemment, beaucoup de consommation d'eau l'été, le printemps, et puis même à d'autres moments. Ça joue énormément, évidemment. Oui, bien sûr, mais l'eau est là aussi pour l'utiliser, pour différents usages que nous souhaitons faire, que ce soit au niveau économique, au niveau des milieux naturels, ou au niveau de nos besoins, nos propres besoins en matière d'eau potable. Toutefois, quand on regarde, et c'est vrai sur l'ensemble du bassin d'Haute-Garonne d'ailleurs, quand on regarde l'évolution des prélèvements d'eau, hein, je parle de prélèvements, et non pas de consommation, mais les deux sont liés quand même, hein, quelque part. Quand on regarde les prélèvements d'eau sur Adour-Garonne, et y compris sur la Charente-Maritime, sur la Nouvelle-Aquitaine aussi, on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt en diminution. On a plutôt... alors, ça dépend des usages. Sur les eaux potables, c'est à peu près constant, malgré l'augmentation de la population. Sur l'agriculture, l'irrigation, donc, mais tous les usages agricoles, on va dire, on a plutôt une diminution des prélèvements, même si d'une année sur l'autre, évidemment, ça peut beaucoup varier. Ils sont néanmoins le signe d'effort et d'une prise de conscience. C'est ça que vous soulignez. Oui, ouais. Il y a une prise de conscience. Alors, l'agriculture, ça représente quand même 50% des prélèvements. Hein. Je crois qu'en Charente-Maritime, on prélève 112 millions de mètres cubes à peu près, dont 50% à peu près pour l'agriculture, hein, de mémoire, mais je crois que ce sont des chiffres qui sont justifiés, c'est-à-dire 10% de ce qu'on prélève en Nouvelle-Aquitaine, parce que Nouvelle-Aquitaine, on doit être à 1,3 milliard ou 1,4 milliard, quelque chose comme ça. Donc effectivement, il y a cette pression. Mais il y a un autre phénomène qui intervient, et dont on sait aujourd'hui qu'il existe, bien sûr, et dont on est capable de mesurer les effets, c'est le changement climatique. Alors vous vouliez peut-être m'interroger là-dessus, mais... Dites-moi. Et je vais répondre tout de suite. Si on prend des simples mesures de débit, toutes bêtes, je prends le cas de la Charente à Vindel. Alors Vindel, c'est en Charente, c'est pas en Charente-Maritime, mais quand même, Vindel, c'est un point de mesure assez fréquemment utilisé pour la Charente. Dans les années 75-80, on était plutôt 40, un peu au-dessus de 40 mètres cubes par seconde en débit moyen annuel. Je ne parle pas du débit d'été ou du débit d'hiver. Aujourd'hui, on est plutôt sur 30, voire 25. Ça veut dire qu'on a perdu 20 ou 30% du débit de la Charente en l'espace d'une trentaine d'années. Raison de plus d'être extrêmement vigilant. Si on regarde un peu plus scientifiquement, ce qu'on a fait avec le conseil scientifique de l'Agence de l'eau d'Haute-Garonne, on a confié à l'INRAE, pour ne pas les citer, de pousser l'étude un petit peu plus à fond et d'étudier statistiquement l'évolution des débits depuis 40 dernières années, mais dans des zones peu ou non influencées. C'est-à-dire sur des points de mesure où on peut considérer que les prélèvements et les rejets n'ont pas beaucoup d'influence. Et on voit dans certains coins qu'on perd, dans certaines zones du bassin, on perd jusqu'à 1% par an de débit depuis 40 ans. Ce qui est tout sauf rassurant. Alors, si vous voulez, quand on regarde, le gouvernement a demandé un jour à un groupe qui s'appelait Explore 2070, qu'on va appeler Explore 1 maintenant, de faire des projections sur les débits de rivière à l'horizon 2050 par comparaison aux années 60-90, 1960-1990.
Les résultats qu'on nous a publiés à cette époque-là, c'était en 2015, la publication, c'était il faut vous attendre, notamment ici dans cette zone, à avoir de l'ordre de 20% de diminution des débits en 2050, débit des rivières. Or, on a déjà dépassé cette valeur. D'où l'urgence de faire quelque chose, d'une part, mais on va en parler ensuite, et d'où l'importance du changement climatique. Et ça, ce ne sont pas les prélèvements, c'est plutôt le changement climatique de notre avis. Maintenant, ce n'est pas toujours facile à vérifier. Il y a une autre question que je voulais vous poser. On le sait également, du fait notamment de l'activité agricole. La qualité des eaux est mauvaise dans le département, parce que donc ce déficit d'eau aggrave la qualité de l'eau, parce qu'il y a moins de ruissellement, il y a moins de dilution. Ça, c'est quelque chose aussi qui est tout sauf anodin. On en parlera tout à l'heure dans la dernière table ronde, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Le bassin de la Charente est déjà une zone sensible, dite sensible à l'eutrophisation, est une zone vulnérable au nitrate. Donc c'est donc une zone qui, on sait bien, a des qualités d'eau qui ne sont pas particulièrement excellentes. Mais du fait de l'activité, on est d'accord. Pas seulement, il y a aussi évidemment les usages économiques, notamment l'usage agricole, qui fait que, en termes de qualité d'eau souterraine, par exemple, j'ai plus le chiffre exact en tête pour la Charente-Maritime, mais je pense qu'on n'a pas de la moitié des nappes qui sont en bon état chimique sur la Charente-Maritime, moins peut-être, Guillaume, merci, alors que sur le bassin d'Orgaronne, on est plutôt à 60% de bon état. Donc ça montre bien que dans le nord du bassin, et puis le sud du bassin Loire-Bretagne, puisqu'on est aussi sur Loire-Bretagne, on a des eaux de mauvaise qualité en eau souterraine. En eau superficielle, c'est un petit peu meilleur. Pourquoi c'est meilleur parce que je pense en eau superficielle qu'en eau profonde? Si vous voulez, les indicateurs ne sont pas tout à fait les mêmes. D'ailleurs, les eaux superficielles, quand elles sont considérées comme dégradées ici, c'est plutôt par un des indicateurs biologiques, parce que nous avons des indicateurs biologiques pour mesurer la qualité des eaux superficielles, alors que pour les eaux souterraines, bien évidemment, ce ne sont que des indicateurs chimiques. Et les indicateurs chimiques pour les eaux souterraines sont peut-être pour les eaux superficielles, sont peut-être un peu moins contraignants, un petit peu moins sévères que pour les eaux souterraines qui sont destinées à l'alimentation en eau potable, donc sur lesquelles on regarde de près un certain nombre de paramètres qu'on ne sait pas toujours traiter au niveau du traitement d'eau potable. Mais pour répondre, je n'ai pas tout à fait complètement répondu à votre question, parce que la question c'est est-ce que le changement climatique va avoir un effet sur la qualité des eaux? Et ça, effectivement, c'est une question qu'on se pose. Alors, pas seulement au sein des conseils scientifiques de différentes agences, mais aussi conseils scientifiques de l'OFB ou ailleurs, ou dans les universités, ou à l'INRAE, les organismes de recherche, etc. C'est compliqué à répondre pour le moment. Autant sur une mesure de débit, on peut faire la distinction entre la part due au prélèvement, oui, et la part due au changement climatique, même si ce n'est pas toujours facile. Autant sur une qualité d'eau, c'est beaucoup plus difficile. Mais on peut penser qu'il va y avoir une détérioration de la qualité pour 3 raisons simples, que je décris rapidement, si vous voulez bien. Allez-y. Premièrement, diminution des débits. Alors, je parle là de la qualité des eaux superficielles. Je dirai peut-être un mot sur les eaux souterraines ensuite. Diminution des débits. Donc, si on continue à rejeter si on continue à envoyer dans les cours d'eau les rejets que nous avons actuellement, c'est-à-dire si on est pur, pas plus, bien évidemment, on aura moins de dilution. Donc, qui dit moins de dilution, dit moins d'auto-épuration, d'une part, et plus de concentration des polluants, d'autre part. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'effet température. L'effet température, on ne l'évalue pas encore complètement. Parce que la température, si vous voulez, est le moteur d'un certain nombre de réactions, qu'elles soient biotiques, c'est-à-dire liées à des phénomènes biologiques, ou abiotiques, c'est-à-dire liées à des phénomènes purement physiques ou physico-chimiques. La température va avoir un effet qui peut être positif dans certains cas, comme l'ensoleillement d'ailleurs, parce qu'on va dégrader un certain nombre de polluants, mais qui peut être négatif, par exemple par la diminution du taux d'oxygène des rivières. Si vous diminuez l'oxygène dans les rivières de 4 ou 5%, vous allez non seulement provoquer des migrations d'espèces, mais aussi provoquer ce qu'on appelle des hyperventilations, donc des assimilations beaucoup plus importantes des polluants qui sont susceptibles d'être présents dans l'eau. Et le troisième effet, c'est l'effet des événements hydroclimatologiques extrêmes. On peut bien se douter que des sécheresses trop longues, des assecs trop longs,
des crues trop importantes peuvent provoquer au niveau des eaux de surface des remises en suspension, des remises en suspension, une libération, du stock de polluants qu'il y a dans les sédiments. Et c'est la même chose pour les eaux souterraines d'ailleurs. On a un stock de polluants dans les zones non saturées, c'est-à-dire les zones qui sont au-dessus, les zones de sol qui sont au-dessus des aquifères, qui contiennent forcément des nitrates et des phytosanitaires notamment, mais aussi du cuivre et autres éléments pour d'autres raisons, qui peuvent subir une libération par le fait que le changement climatique, par l'augmentation de température d'une part, mais aussi par l'augmentation des événements extrêmes, comme les pluies très très fortes, les ruissellements très importants, ou les assecs dans les cours d'eau, tout ça pourrait libérer aussi des polluants dans l'avenir. Donc la pollution des eaux, la qualité des eaux risque de se détériorer. Désolé de vous mettre le moral à zéro, mais il nous reste 3 minutes, ça passe très très vite. Eh ben oui. Et j'avais une dernière question. Non, mais on y est presque. Donc l'idée évidemment, c'est pas de nous faire peur, mais c'est d'avoir conscience de tout ce qu'on sait déjà confusément. Très rapidement, parce qu'on va l'aborder dans les 2 prochaines tables rondes, ça nécessite donc des actions très fortes des collectivités publiques, des agriculteurs, de nous-mêmes, planter des haies, réimperméabiliser les sols. Enfin, il y a tout un tas de mesures. Déimperméabiliser. J'ai dit l'inverse. Vous savez dire réimperméabiliser. Voilà, j'arrive jamais à dire ce mot. J'y arrive jamais. Non, mais compris. Je ne vais pas prendre de temps là-dessus parce que je pense que les tables rondes qui suivent vont pouvoir s'expliquer vu la qualité des interlocuteurs que vous avez. Juste un mot quand même pour dire qu'il faut faire différence entre, quand on parle d'adaptation, il faut faire la différence entre atténuation et adaptation. Vous savez fort bien, puisque vous avez parlé de zéro carbone, je crois, tout à l'heure. Donc l'atténuation, il y a des choses à faire, c'est pour atténuer le changement climatique par rapport aux effets sur les ressources en eau dont on vient de parler. L'adaptation, évidemment, elle va dépendre non seulement du territoire, mais aussi de l'usage. Et je pense que soit le directeur de l'agence ou les représentants qui sont ici seront plus... ou tout au moins aussi aptes que moi de parler de cette question. Il n'y a pas de fatalité, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer d'adaptation, d'anticipation, notamment dans les SDAGE qui viennent. Mais tout de suite, dans ce SDAGE actuel, jusqu'en 2027, il va falloir mettre en place des programmes. On commence à le faire d'ailleurs à l'agence de l'eau d'Auvergne. Allez, merci pas beaucoup, de fatalité, on peut agir, on va garder cette phrase un peu d'optimiste pour conclure cette première table ronde. Première d'une série de 3 tables rondes, on vous le rappelle, à retrouver sur sudouest.fr, sur tv7.fr, tournée ici à Foura, une volonté de la rédaction de Charente-Maritime, évidemment, qui a œuvré toute l'année sur cette thématique. On va avoir cette thématique régulièrement sur TV7 avec un nouveau rendez-vous télévisuel, ça s'appelle Tempo. On découvre la bande-annonce et on se quitte pour mieux se retrouver sur la 2e table ronde. A tout de suite. Tempo, le Mac de l'eau du Grand Sud-Ouest. L'eau, essentielle, est présente partout dans nos quotidiens. Face au changement climatique, il est temps d'agir pour la préserver. Chaque mois, Tempo décrypte les enjeux de l'eau et vous entraîne à la rencontre des acteurs qui s'engagent pour son avenir. Un programme proposé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne au Grand Sud-Ouest.